Déjà, bienvenue. Merci beaucoup à tous et toutes d'être venus. Donc c'est une discussion autour des liens entre le rap français et la musique électronique. Je précise qu'on va aujourd'hui se concentrer sur ce qui se passe après après 2020. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que les liens entre ces deux sphères ont déjà beaucoup été traités pour ce qui est des périodes des années 90, 2000, 2010. Et que si on doit parler des débuts, on va avoir du mal à être exhaustif, à pas oublier des choses et à parler de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis aussi parce que j'ai le sentiment personnellement que depuis les années 2020, ou en tout cas depuis quelques années, peut-être un petit peu avant, il y a des nouvelles types de fusion, de collaboration, d'interaction entre le rap français et la musique électronique. Pour cette discussion autour de la table, j'ai avec moi un panel exceptionnel avec la DJ encore une autre qui travaille donc avec Kaiser Prodigy, 32 ou Iba et donc a un pied dans les scènes rap électroniques. Voilà, encore une autre. Il y a aussi le journaliste Tim Lévaché. Oui, applaudissez si vous pouvez y aller. Le journaliste Tim Lévaché aussi qui est passé par Move, Trax Magazine, qui est sur un autre projet aussi, donc pour l'instant je ne peux pas en dire plus, mais vous en saurez bientôt. Voilà, donc Tim Lévaché. C'est super, c'est super. Sam Tiba, donc DJ, spécialiste du Jersey Club en France et producteur dans le rap depuis des années, notamment auprès de Kershak, Ziak, mais aussi d'autres personnes, on aura l'occasion d'en parler. Voilà, applaudissements aussi, s'il vous plaît. Et enfin, Sandra Gomez, chef de la musique chez Combini, anciennement dans l'émission Le Code, et que vous pouvez suivre sur Twitch, Instagram et YouTube. Voilà. Applaudissements aussi, s'il vous plaît. Ça fait du bien à l'ego, tous ces applaudissements, c'est super. Alors je précise que ce talk part d'un présupposé qu'il y aurait depuis quelques années une forme de démocratisation de la musique électronique dans le rap français, ou en tout cas que les deux genres tendent à se rapprocher. Pour commencer, j'aimerais vous demander, est-ce qu'autour de la table, c'est un constat que vous partagez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi? Ou est-ce que vous voulez peut-être un petit peu nuancer ce point de départ? Voilà. Oui, je suis d'accord avec ce postulat. Et effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est passé spécifiquement en 2020. En tout cas, autour de ces années-là, ça a été un moment un peu charnière. Et on peut l'observer assez facilement parce qu'il y a même eu une overdose. Enfin, c'était poussé à l'extrême en 2020, justement. Il y avait beaucoup d'expérimentations où on mettait le plus d'éléments électroniques, ou en tout cas beaucoup de glitch, beaucoup d'effets dans les voix, dans les prods, etc. Donc oui, je pense que c'était assez facile à observer. Et après, il y a aussi plein de manières d'intégrer de la musique électronique qui sont faites de manière un petit peu plus subtile et pas forcément aussi évidente. Mais en tout cas, je pense que c'est le cas. Il s'est passé quelque chose de plus marqué ces dernières années. Ouais. Pour vous aussi, c'est quelque chose qui est évident? Bah ouais, complètement. En fait, je pense que 2020 sera un bon point de départ aussi parce que c'est évidemment la période du confinement où en fait pas mal d'artistes se sont retrouvés enfermés avec comme seule fenêtre Internet, on va dire. Et en fait, c'est une source de fusion qui est assez dingue dans le sens où pas mal de rappeurs découvrent des musiques électroniques, des courants, et pas mal de compositeurs découvrent aussi des nouvelles scènes de rap. Donc en fait, je pense qu'à partir de 2020, il y a un peu la rencontre de deux mondes à ce moment-là qui fait que s'accélérer sur 5 ans, notamment porté, on en parlera je pense, mais par l'hyper-pop, digicore et tous ces mots valises un petit peu. Voilà. Oui, ça reste quand même parfois un petit peu flou. Je me demande aussi s'il n'y avait pas un besoin de se démarquer quelque part dans cette génération-là et de se dire on va aller utiliser des sonorités qui sont pour l'instant pas ultra présentes, pas ultra représentées dans le rap français, et se dire si on veut avoir un son signature quelque part et se dire ok, nous on apporte une forme de nouveauté, c'était évident d'aller chercher des sonorités qui pour l'instant n'étaient pas très usitées dans le rap français. Ouais. Je me souviens d'un article écrit par Brice Bossavi qui était paru chez Libération en 2020 et qui parlait de la présence de plus en plus importante de producteurs issus de l'électronique dans le rap français. Il parlait de Mid, par exemple, qui va travailler avec SCH sur Champs-Élysées, ou justement de toi, Sam Tiba, qui travaille avec Zola, 13 Blocs, Kershak ou Ziak. Alors, est-ce que tu peux parler de comment ces passerelles se sont mises en place? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait un peu naturellement? Il y avait un désir des deux côtés que ça existe? Enfin, comment ça s'est mis en place?
Moi déjà, je suis pas méga d'accord avec le constat que depuis 2020, l'électro c'est à la mode ou à la mode. Je pense que ça a toujours été une passerelle qui a été traversée plus ou moins depuis les débuts du rap. Et je pense qu'il y a un élément qui est important, c'est que depuis 5-10 ans, les outils de production des producteurs, ils ont tendance à commencer à être similaires entre les compositeurs de musique électronique et les compositeurs de rap. Je sais pas, pour ceux qui font de la prod, l'omniprésence d'un logiciel comme, d'un software comme Serum, aujourd'hui, ça fait qu'en fait les mecs qui font de la techno et les mecs qui font du rap, ils utilisent les mêmes outils. Je pense que ça joue énormément. Et puis, dans un second temps, je dirais que tout ce qui arrive en France, c'est arrivé juste avant aux États-Unis. Donc il y a aussi ce phénomène-là, tu vois. Donc, c'est un peu la poule ou l'œuf, tu vois, mais... Moi, j'ai pas ce constat de fou, surtout si on prend le parti de prendre le Jersey Club comme exemple, sachant que le Jersey Club, c'est pas une musique électronique, tu vois, genre c'est du rap avec un kick placé bizarrement, en fait, finalement. Après, oui, en effet, maintenant, il y a énormément de musique électronique et de rap qui sont mêlés, mais les passerelles, elles se font pas. C'est assez rare qu'on vienne me voir en disant toi, t'as fait de la musique électronique, viens me faire un track d'électro. C'est plutôt moi, je suis dans le milieu du rap. Et j'ai un son un peu différent des autres. Et c'est plutôt ce son qu'ils viennent chercher sans vraiment mettre de mots dessus. Tu vois, je parlerais plus de texture et de, je sais pas, de manière d'envisager vraiment le spectre sonique plutôt que... c'est assez rare le cas de figure où il y a un rappeur qui vient te voir et qui te dit vas-y, fais-moi un track de techno. Ouais. Il va venir te voir, il sait que tu as un producteur de musique électronique, il va juste te dire fais-moi écouter des trucs. Et forcément, quand tu as été un producteur de musique électronique longtemps comme moi, ça a infusé dans ta manière de faire des beats de rap. Et j'ai du mal à dire que c'est très conscient le truc, à part pour certains artistes un peu moins mainstream, tu vois. Okay. Mais clairement, quand Zola il vient me voir et qu'il me dit, quand je fais Ecstasy à l'époque, on copiait Lil Pump en fait. Tu vois, qui copiait quelqu'un d'autre, qui copiait quelqu'un d'autre. C'était assumé, quoi. Il disait, j'ai ce son-là qui est le modèle et... Ah ouais. Ok. Je pense que tu as dit quelque chose de très important dans cette lecture de l'arrivée des sonorités électroniques. C'est mainstream vs new gen et la scène émergente qui, justement, devient de plus en plus puissante en 2020. Parce qu'on doit consommer la musique d'une manière différente aussi. Et là, il y a un essor de plein de gamins qui font du rap et qui ont aussi les mains dans la prod parce que c'est de plus en plus facile d'en faire. Et eux, ils sont beaucoup moins complexés de ce à quoi ça doit ressembler, une prod de rap, ce sur quoi ils ont envie de poser. Ils sont beaucoup plus ouverts musicalement. Et je pense aussi, en plus de ça, qu'il y a une espèce d'ennui général dans le rap français. Parce qu'on est dans ces années où le rap est partout, le rap explose et a de nombreux stars en fait, qui prend le lead. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut reproduire ce schéma-là parce que le rap, ça commence à devenir un chemin viable pour toute une économie aussi. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on essaye de reproduire des choses qui existent déjà. Donc, si tu enlèves les figures de proue du rap français entre 2018 et 2020, tout ce qui est en dessous de leur catégorie, c'est des mecs qui essayent de faire la même chose. Et donc, moi, je trouve que dans le rap mainstream, il y a des prods qui se ressemblent énormément à ce moment-là. Et là où ça va se régénérer, se renouveler, c'est auprès des jeunes qui n'ont pas d'attente et qui n'ont pas envie de refaire du SCH ou de refaire du Damso ou peu importe. Moi, je suis assez d'accord. J'ai un avis assez nuancé en vrai sur le postulat parce que je pense que musicalement, il y a toujours eu des mélanges de tous les genres, même de manière générale. Mais en 2020, le rap français a atteint une sorte de climax, plafond de verre, et a voulu se diversifier, soit faire plus dans la pop ou alors en allant chercher des sonorités, faire des mélanges avec d'autres styles et tout. Parfois, c'est naturel parce que c'est des plus jeunes générations, comme tu dis, qui ont aussi cette culture-là, donc qui le font naturellement. Et parfois, c'est un peu... on voit qu'il y a un peu d'opportunisme.
pense, je sais pas exactement, mais je pense notamment à Vald avec ce qu'il fait avec son dernier projet, où sur scène il invite, enfin il y a toute une partie de son concert où voilà, ça part en mode techno, hardcore et tout. Et il y a un côté blague quand il le fait, on n'a pas l'impression qu'il le prend très au sérieux non plus, donc je trouve que c'est pas non plus hyper bien mené forcément. Je trouve ça pas très juste, quoi. Et après, c'est vraiment dans les pratiques de sortie, de culture. Enfin, oui, il y a des mélanges dans les façons de faire. Il y a du geste rap un peu partout maintenant, même dans la pop. Mais par contre, dans les pratiques, dans le public, je trouve que ça se mélange pas encore beaucoup. C'est encore un peu sectionné, quoi. Bah, c'est une question que je me posais justement, c'est que si le rapprochement entre ces scènes-là, est-ce que ça veut dire qu'un public plutôt qui a des habitudes rap va aller se mettre à aller à des soirées plus électroniques ou l'inverse, ou est-ce que ça crée un nouveau public qui finalement, pour ce public-là, c'est pas impensable de se dire bah, vendredi je vais aller voir un concert d'un rappeur et samedi je vais aller en free ou quelque chose comme ça. Enfin, est-ce que c'est aussi les liens entre ces deux scènes-là, ça veut dire aussi un public spécifique qui se crée et qui existe entre les deux? Pour le voir en tant que DJ, du coup, parce que du coup, je gravite entre les deux scènes et ça reste quand même. Je sais pas si ça crée un nouveau public, mais en tout cas, ça entretient cette dynamique d'éclectisme culturel et que, du coup de culture légitime d'une certaine manière, et qu'aujourd'hui, bah, être dans un truc de culture légitime, de bon goût, c'est être dans l'éclectisme. Donc forcément, il y a une certaine classe sociale, il y a un certain classe de personnes qui vont aller dans les deux, mais par contre. Il n'y a pas forcément de mélange, je sais pas, il n'y a pas non plus un mélange de ouf, je trouve, non plus dans le public, quoi. Ça reste quand même une pratique plus, un peu plus classe culturelle, bourgeoise, blanche, qui va un peu aller dans les deux, je trouve. Je sais pas. Je te rejoins un petit peu là-dessus et j'ai l'impression que c'est en grande partie parce que là, nous, on en parle et je pense qu'on est en face de personnes qui s'intéressent vraiment à la musique, qui aiment en parler, qui aiment l'analyser. Mais il y a quand même très peu d'espace où la musique est vraiment analysée et on met des mots justes sur ce qu'elle est. Et donc, je pense qu'il y a plein de gens qui vont aimer un morceau. Le dernier morceau de Niska, c'est du bouillon. Il y a peut-être 90% qui ne savent pas que c'est du bouillon, mais ils aiment bien cette sonorité-là. Et donc, je pense qu'en fait, ça peut... Pendant longtemps, en tout cas, il y a eu un espèce de clivage rap, électro, parce que c'est aussi des dimensions... qui relèvent d'un certain mépris, d'une mépris de classe notamment, sur qui pratique ces musiques-là, en tout cas ce qu'on essaye de résumer. Mais je pense que c'est en grande partie parce qu'il n'y a pas vraiment de définition claire de ce qu'est la musique électronique, de ce qu'est le rap. Il n'y en a pas forcément besoin, mais en tout cas, ça peut permettre de briser une espèce de barrière qui existe et qui n'a pas trop lieu d'être parce que chez les artistes, ça n'existe pas. C'est plus auprès du public. Quand la musique devient un peu une manière de démontrer qui tu es, d'affirmer ta personnalité, si tu ne sais pas réellement d'où vient la musique électronique, justement, d'où vient la musique que tu écoutes finalement, tu ne peux pas t'approprier certaines musiques et tu te sens exclu de ça. Donc je pense que et puis la musique électronique, c'est aussi une musique qui est beaucoup moins incarnée, donc c'est plus difficile d'avoir des biais pour se sentir faire partie de cette culture-là, on va dire. Donc je pense que c'est un problème de comment qui détient la narrative de tout ça et comment on explique et comment on raconte vraiment la musique. Ouais. Bah, en plus, justement, quand tu parles d'incarnation, je pense que des figures comme... tout à l'heure, tu citais Val, tu vois, mais le fait qu'il travaille avec un gars comme Vladimir Cauchemar, qui a un personnage et tout, etc., ça permet aussi à un public qui ne connaît pas forcément d'identifier, de dire bah, c'est cette personne-là qui rapporte ce son-là face à Vald, etc. Alors qu'il y a eu... je trouve depuis un certain moment, on entend de la musique électronique, même dans ce rap mainstream-là, mais qui va pas être nécessairement appelé comme ça, quoi, où tu vas avoir des rappeurs qui posent sur des beats house, genre je pense même à des Gambi ou des L'Enfoiré, etc. Mais comme tu le dis, c'est pas forcément identifié comme ça, et aussi parce que la plupart du public s'en fout, quoi, quelque part, tu vois. Alors que ça soit du rap ou pas, ce qui est important, c'est quelle est la personne qui porte le morceau, quoi, quelque part. Mais ça, d'ailleurs, je me demandais si ça créait pas une forme de friction, si on peut dire ça comme ça, entre des producteurs qui viennent plus du monde de la musique électronique, où du coup, dans la musique électronique,
la star, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, c'est le producteur, et le rap où c'est l'interprète quand même qui porte le morceau. Est-ce que vous sentez que ça crée des frictions ou que justement on arrive à trouver des collaborations où les deux personnes sont aussi bien représentées, aussi bien mises en avant? Je pense que le travail de pas mal d'artistes, comme je le cite à peu près tous les jours, mais Rilo, en fait, qui se situe vraiment dans ce truc de essayer de donner aussi de la lumière beaucoup sur les producteurs, notamment il les crédite à chaque morceau en featuring. Enfin, il y a vraiment un truc de mise en avant, d'essayer de faire une sorte de pied d'égalité entre Rilo et ses producteurs. Et je parle de lui parce que il a été à un moment très fort dans ses explorations. En fait, il est allé emprunter un peu de pop. Il a fait beaucoup de projets plus orientés techno. Il a posé sur de la synthwave, il a testé un peu pas mal de choses, de la super trap notamment aussi. Et en fait, c'est assez fou ce moment-là particulièrement entre 2020 et 2023 où il est très très actif. Mais en fait, c'est à ce moment-là où Nava aussi commence à exploser, etc. Et en fait, ça, c'est un collectif où, pour moi, dans cette entité, les producteurs et productrices sont aussi mis en avant que les artistes eux-mêmes, quoi. En fait, un Tony Seng ou Lily Castiglioni, je pense qu'elles sont autant mises en avant dans le label et dans le collectif que un Zumi ou d'autres personnes. Enfin, dans le sens où peut-être que la réception du public n'est pas la même, évidemment, parce que ça reste un public qui est surtout, j'ai l'impression, habitué à entendre des voix et des voix qui l'incarnent, quoi, donc des personnages interprètes comme Zumi. Mais en tout cas, de leur côté, ils essayent de pousser le plus possible en avant les producteurs et productrices. Et du coup, on tombe aussi dans un truc de peut-être volonté de créer une sorte de pied d'égalité entre les compositeurs, compositrices et interprètes, quoi. Nava, c'est un exemple vraiment très intéressant, ce collectif justement autour de ce sujet-là, parce qu'ils sont vraiment arrivés, comme tu dis, avec cette proposition d'égalité, mais aussi ils organisaient des événements, et des événements qui ne suivaient pas forcément les codes de ce qu'on voyait dans les soirées rap à ce moment-là, c'est-à-dire je me souviens d'y aller et d'avoir donc un public qui est plus habitué des événements rap et être un petit peu désorienté par moment par même genre la line-up, quoi, de se dire en fait ça dure jusqu'à 5 heures, va y avoir un DJ qui va faire 2 heures de set et en fait c'était vraiment des différences presque culturelles des deux scènes, mais qui du coup étaient vraiment incarnées au sein d'un événement, mais aussi du coup je voyais ce public-là changer en fait au contact de ces soirées-là, quoi, et commencer à capter des repères de la culture électronique, et à l'inverse des gens qui venaient plus d'électronique, capter des repères de la culture DJ. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça aussi, l'arrivée de Nava, ou comment est-ce que... Ça reste qu'un public rap dans un premier temps, je trouve, dans la culture, dans les habitudes de sortie, parce que tu vois justement ce public quand il va à une soirée au Trabendo ou au Rex Club, c'est pas des lieux qui d'habitude accueillent peut-être ce genre de musique qui est le rap. Mais après c'est intéressant en vrai. Ces moments de un peu contraste, de manque d'habitus en fait de sortie, quoi. Mais j'ai l'impression quand même qu'on n'arrive pas en France. En tout cas, je sais pas, quand je pense à l'Angleterre par exemple, avoir une vraie musique, une club rap musique, quoi. Il n'y a pas de grime en France, on n'a pas réussi à créer de culture avec un MC, tout ça dans un club. Ça reste très sobre et rigide. Voilà, dans la musique électronique, donc il n'y a pas eu de vraiment fusion où il y a un style tierce qui s'est créé, quoi, comme la grime par exemple. Où tu vois vraiment, je pense, un mélange plus éclectique, quoi. Oui, ou même des Anglais vont te dire que la grime c'est pas du rap et que c'est quelque chose d'autre et que ça vient plus de la musique électronique et que c'est une pratique de toast qui est ailleurs et qui est pas essentiellement du rap, mais qui arrive aussi à un moment où il y a quand même une bataille sur les ondes pour se dire quand même c'est compliqué de faire mieux que Jay-Z dans les années 2000 quand tu veux passer en radio et que tu es un anglophone, quoi, et du coup il faut aller chercher aussi l'ailleurs, quoi, ou avoir pour avoir voix au chapitre, quoi, quelque part. Ouais.
Et je rajouterais une petite couche sociale pour continuer ce que vous êtes en train de dire. C'est qu'il faut le rappeler, même si on se targue que le rap a gagné aujourd'hui parce qu'il est présent partout, je pense qu'il y a énormément encore de connotations très négatives autour du rap et de sa pratique. C'est pas parce qu'il passe à la radio que c'est une musique qui est réellement acceptée, ni que les gens qui la font sont acceptés. Donc je pense qu'il y a un conditionnement automatique déjà des artistes eux-mêmes de vouloir faire perdurer un patrimoine qu'il faut respecter parce qu'il y a eu des combats pour que cette musique existe. Donc il y a déjà peut-être certaines restrictions que les gens se font automatiquement. Et après ça, pour ceux qui vivent la musique, donc qui vont en concert, qui vont en soirée, etc., le rap a mis beaucoup de temps à être présent dans les soirées, à avoir des soirées qui soient pour elles, pour juste faire la fête. Et en vrai, je pense que là, on n'est pas loin d'être peut-être la première génération qui peut sortir. Et là, on est à Paris, donc peut-être que vous avez plus l'habitude de ça, mais pour ceux qui n'habitent pas à Paris, je peux vous le dire qu'on est clairement la première génération qui peut sortir, faire la fête le soir en écoutant du rap. Et avant, c'était très segmenté. Il y a eu beaucoup d'hostilité aussi des mairies, des localités vis-à-vis de la programmation rap, alors que les musiques électroniques avaient globalement toujours un espace pour être pratiquées. Donc ça, en fait, ça construit chez l'auditeur un espèce de frontière entre ceux qui sont acceptés dans telle ou telle culture. Et tant qu'on ne se défait pas de ce truc-là, et je pense qu'on s'en est toujours pas défait, il y aura ces deux publics qui peut-être ont plein de goûts en commun, ont plein de points communs et d'envie d'aller piocher dans le style de l'autre, mais factuellement, il n'y a pas d'espace de rencontre pour ces personnes-là. Il n'y a pas de dialogue, et donc Internet est l'espace qui permet le plus la passerelle, mais dans la vie réelle, ça se fait très peu. Voilà, ces échanges-là, tant qu'elles n'auront pas d'espace pour avoir lieu, et tant qu'il n'y aura pas des gens qui incarnent ce truc-là aussi, de vouloir être le liant entre plusieurs genres musicaux, bah, ça se fera de manière toujours un peu ponctuelle, et ce sera un peu le résultat de hasard, quoi. Après, il y a quand même un espace où on voit quand même ça de plus en plus, c'est dans les gros festivals, où maintenant il y a quand même des prods qui sont vraiment pas 50-50, mais il y a quand même beaucoup de rap et beaucoup de musique électronique dans des gros festivals à Paris ou ailleurs. Donc on peut voir parfois des publics se mélanger, mais ça reste des personnes qui aiment, je pense, les deux styles. Ouais. Mais je trouve que c'est un espace où il y a un peu ces rencontres-là parfois. Oui. Après, dans la programmation des festivals, il y a aussi une dimension un peu économique et primaire. Parce que c'est la musique factuellement la plus écoutée en France, donc il y a un truc un peu rassurant de se dire ce mec-là il est streamé par tant de personnes, je vais le mettre à mon festival, et il n'y a pas vraiment une logique à cette programmation. Très souvent c'est juste des gens qui sont côte à côte. Oui, puis j'ai le sentiment aussi que ces deux musiques, la musique électronique, le rap, qui sont en ce moment dans une forme de climax aussi, c'est-à-dire c'est des musiques qui vendent beaucoup, et la musique électronique aussi avec la rap techno, etc. Et c'est des événements énormes. Et il y a beaucoup de festivals qui se reposent justement sur ces deux secteurs-là pour se dire, la fin de soirée, on va te mettre 3 DJ sets, ça va remplir de fou, on va te mettre tel artiste qui stream énormément, mais même des festivals qui ne sont pas forcément dans leur ADN historique, si on peut dire, forcément friands de ces genres-là, mais en fait, c'est une période où ces deux genres sont tellement puissants que ils sont hyper utiles aussi pour l'industrie à ce niveau-là, j'ai l'impression. Pour rebondir sur ce que tu disais, Sandra, sur le fait d'avoir des personnes qui peuvent potentiellement incarner cette union, je remarquais qu'il y avait de plus en plus d'artistes qui citaient justement des références dans tes interviews chez Processus, par exemple. J'entends des Gènes citer Aphex Twin dans une interview. Enfin, j'avais quand même la sensation que c'était de plus en plus présent et que c'était des influences
complètement assumés et qui sont vraiment, parfois même, pas forcément un point de départ, mais où les gens ils se disent « Ok, j'ai quand même envie de faire une musique qui se dirige par là ». Est-ce que tu sens qu'il y a qu'on est quand même, on se dirige vers une possibilité d'avoir des artistes qui vont incarner cette union-là? Gênes, c'est un de mes rappeurs préférés, c'est un des mecs les plus talentueux du moment, mais il est loin d'être mainstream et il fait partie d'une espèce de scène très niche. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas énormément de talent, mais ces choix-là, j'ai peur que, oui, ça existe et qu'il y ait une scène pour ça et des gens qui soutiennent cette scène, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un plafond de verre qui existe et qui n'est pas encore prêt et que les gens globalement ne sont pas encore prêts à justement mélanger Aphex Twin et PNL comme lui il le cite dans son morceau. Et pourquoi j'ai pas la réponse en vrai, je pense qu'en vérité en France on discute pas assez de la musique parce qu'il n'y a pas un intérêt forcément pour ça et que comme tu disais tout à l'heure les gens écoutent ce qui leur plaise et il n'y a pas forcément de logique derrière. Mais il y a beaucoup de stéréotypes sur le fan de rap, le fan d'électro, le fan. Donc si tu cites Aphex Twin, peut-être qu'il y en a plein il y a même peut-être une hostilité du côté du monde de la musique électronique qui vont être un peu exigeants face à lui. J'ai l'impression que c'est des deux côtés, il y a un peu peut-être un peu de pudeur par rapport aux références que tu cites. Oui, puis il y a un côté un peu prouve-nous que tu connais vraiment, tu peux pas le citer. Enfin, c'est le gatekeeping, quoi. Ouais, bon, ok, tu fais genre tu connais. Mais voilà. J'ai l'impression que c'est ça, et en vrai, c'est parce que c'est deux courants musicaux qui se sont créés en marge de la même manière, en fait. Donc, ils ont un peu défendu leur esthétique, leurs valeurs, leurs codes, etc. C'est pas du tout deux mouvements qui ont eu des chemins parallèles, comme disait Sam tout à l'heure. Ils se sont toujours mélangés, mais je pense que c'est quand même, moi je l'ai toujours ressenti, une certaine hostilité du milieu électro, parce que peut-être ça a été récupéré par des sphères bourgeoises pendant très longtemps aussi, qui étaient aussi très élitistes sur la pratique de la musique. Et ce clash-là, il a vraiment existé à un moment. Ce serait faux de dire que ça n'a jamais existé et qu'il n'y a jamais eu de problème entre les deux camps, on va dire. Mais aujourd'hui, si des artistes le citent plus librement, c'est parce que c'est aussi des mecs qui ont 20 ans et qui ont découvert la musique en téléchargeant des trucs et en streamant le plus librement possible et avec une certaine curiosité qui fait que tu n'étais pas guidé vers spécifiquement un seul genre. Tu as écouté de tout, donc ça me semble logique. Je pensais aussi au fait que récemment, il y a eu des genres qui ont fait l'objet de tendances, si on peut dire ça comme ça, dans le rap. Donc, je pense notamment au Jersey Club en 2022. Alors, oui, c'est pas exactement une musique électronique, comme tu dis, c'est une musique qui est club. Et donc, non, mais je vois ce que tu veux dire là-dedans. Mais je trouvais ça intéressant aussi de se dire que c'était... c'est une musique qui est quand même ultra locale, ultra radicale et qui, dans sa manière d'être faite, et jusqu'à 2022 qu'on avait dans ce rap-là assez peu entendu en France et qui est arrivé d'un coup et qui est limite reparti aussi sec, où en fait, bon, il y a encore des gens qui en font, mais il y a eu ce côté, quand c'est arrivé, j'avais un peu la sensation que ça a permis à des profils de se faire une place et ensuite de se dire ok, qu'est-ce que je fais après ça, parce que ce truc là va pas forcément durer. Je sais pas si c'est comme ça que c'était vécu aussi pour toi ou... Tu parles de Kershak? Il y a Kershak, mais il n'y a pas que lui. Ouais, après c'est lui quand même qui a démocratisé le rythme Jersey Club. Je crois que lui c'est beaucoup plus simple que ça. Il a écouté un rappeur US qui s'appelle Bandman Real. Il a kiffé, il a dit vas-y, je fais un track comme ça. Donc la Jersey Club, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les kicks font toum 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 toum. Vous connaissez sûrement ce pattern qui a 40 ans maintenant. Mais je pense que c'était pas très conscient de sa part de se dire on va utiliser cette micro-niche du New Jersey aux États-Unis qui est électronique pour passer à l'étape supérieure. Il a juste kiffé un groove, il l'a fait, ça a marché de fou, il l'a refait, ça a remarché de fou, il l'a refait genre 6, 7, 10 fois. Et je pense que même lui, ça l'a fané au bout d'un moment, tu vois.
Et le fait que, de toute façon, c'est assez simple dans la musique, quand il y a un truc qui marche, après tu tapes dans un arbre, il y en a 10 autres qui vont faire pareil. Ça fait pareil avec la drill, tu vois. Et il y a un truc que je remarque en France, c'est que les styles s'éteignent vite. Tu vois, par exemple, la drill, ça continue bien en Angleterre, tu vois. Le grime, ça fait 25 ans que c'est là. La Jersey Club, c'est toujours big aux États-Unis. Enfin, là où c'est né, en tout cas. Ouais, il y a ce côté un peu, on essore un style, et après on arrête, on passe à autre chose. Mais encore une fois, je pense pas qu'il y ait conscientisation on utilise des trucs de la musique électronique. De toute façon, t'arrives en session de rap, je te parle du rap, du rap, quoi. Genre, pas des gars qui font des expérimentations dans leur chambre, que j'adore aussi, tu vois. Les gars de la musique électronique, c'est des gars bizarres. Hein. Et c'est vous de toute façon, tu vois. Oui. Et tu parles à des gars de l'électro, ils vont parler du rap, ils vont dire vous de façon ou eux de façon. Tu vois, c'est quand même assez cloisonné les façons de penser. Mais toujours est-il que, par exemple, je pense que, enfin, je sais pas si beaucoup de gens le savent, mais il y a un nombre incalculable de DJ techno qui sont trop fans de rap, tu vois. Toi, tu prends des Shlomo, des gars comme ça, eux, ils se butent au rap. Même si leur musique, il n'y a pas une once de hip-hop dans leur musique, tu vois. Donc je pense que... Pardon ? Ouais, il y a des petits accaps de temps en temps, tu vois, mais c'est toujours assez timide. Mais toujours est-il que ça n'empêche que c'est des grands fans de rap, tu vois. Mais par contre, franchement, j'en connais beaucoup des rappeurs. Hein. J'en connais très peu qui... Gênes, c'est différent, tu vois. Tu vois, il est différent, tu vois, c'est même pas un enfin, c'est un rappeur, mais c'est pas un rappeur... Il est adorable en plus, mais les vrais rap, putain, c'est horrible de dire comme ça, mais... Non, non, mais tu vois ce que je veux dire, les gars du rap, vraiment, les gars de la rue, ils n'écoutent pas de musique électronique, tu vois, ou alors ils écoutent des trucs sans savoir que c'est de la musique électronique, tu vois, à Lyon, ils écoutent de la funk, ça influe sur la façon dont ils envisagent le groove en 4/4, tu vois. Oui. En fait, mais il n'y a pas de conscientisation vraiment de ah putain, j'ai écouté ce petit Fortet là, viens on jump en studio, on fait un truc comme ça, non. Aussi, mais Jump, c'est un vrai rappeur, hein. C'est mon gars. Si je peux dire un truc, tu disais que les genres s'éteignent vite, et en prenant l'exemple du Jersey Club, il y a aussi le fait que le Jersey Club, c'est une culture qui est basée sur des lieux aussi, et qui a un rôle social avant d'être une musique qui se popularise et qui se démocratise, etc. Et donc, je pense qu'on essore des genres aussi parce que, en fait, on prend le haut de cette culture-là, on prend son expression la plus populaire, et on l'applique à nos codes, mais en outrepassant le fait que c'est des clubs pour enfants à Newark, et c'est un truc, c'est le ciment social d'une ville depuis 30 ans. Donc pour nous, ça a un peu aucun sens de voir comme ça. On voit, quand ça arrive, les gens se disent c'est la musique TikTok, etc. Et donc c'est logique que ça soit essoré, parce que la manière dont elle est perçue, c'est aussi comme une musique qui n'a pas un fond important pour les personnes qui vont la recevoir, quoi. Donc c'est peut-être un peu comme ça que je me la représente, de me dire ok, oui ça, on passe à autre chose parce qu'on considère que c'est pas de la musique importante, entre guillemets, en tout cas pas de la manière dont elle est perçue à Newark, quoi. Je crois que tu voulais ajouter quelque chose ou non? Je reviens sur ce que tu disais avant, sur pas forcément la non-conscientisation justement de ces genres-là, et de vouloir faire tester des choses. Moi, il y a un exemple là récent qui m'a fait réfléchir vachement à cette question, enfin même à toute la question de ce pourquoi on est là aujourd'hui, donc ça tombe bien. J'ai découvert récemment un artiste qui s'appelle Grave, donc qui est un rappeur et qui a vraiment la culture rap et tout, et qui s'est mis à bosser avec un artiste qui s'appelle Evil Grimace, donc qui vient vraiment du gabber, c'est un des pionniers de la frapcore, voilà, du collectif Casual Gabbers. Et du coup, en ce moment, il tourne beaucoup à deux. Donc, il lui fait des prods et tout, donc des prods très techno, hardcore et tout. Et il l'emmène même sur ses scènes en club. Et c'est assez marrant. Et j'ai eu la chance du coup de poser ces questions-là à Grave, qui vient pas du tout de cette culture-là. J'étais curieuse justement de savoir si, comment, parce qu'on a partagé une date ensemble la semaine dernière dans un très gros club, donc vraiment genre tradi, techno, les mecs torse nu et tout. Et lui, il avait genre 30 minutes de showcase. Et ouais, je lui ai demandé ce qu'il en pensait en fait de ce public-là, de comment il se sentait. Et en fait, il s'en fout. Il y a un truc, il
s'en fiche un peu, quoi. Il aime bien, il trouve ça cool. Enfin, il y a un truc d'énergie, assez marrant, mais voilà, il va pas lui-même forcément à sortir en club. Il va pas commencer à consommer une autre drogue ou je sais pas. Enfin, à la fin, il restait en loge et il était là et c'était ok, mais ça allait pas forcément plus loin, quoi. Mais ça veut pas dire que, enfin, la musique, il la kiffe quand même, elle est trop bien. Enfin, c'était quand même très cool, mais je sais pas, intéressant. C'est pas les mêmes drogues aussi. Oui, C'est pas les mêmes drogues, non. Bah non, mais c'est important, c'est pas les mêmes drogues, quoi. Genre, je pense, en studio, on prend pas de la MD ou de la K, tu vois. Et en soirée rap non plus. Enfin, je crois pas, aux dernières nouvelles. Mais je pense que vraiment ça joue, par exemple, dans la façon dont t'envisages la fête aussi. Je dis pas que tout le monde se démonte à la quai en soirée techno, tu vois. Ouais. Mais il y a quand même ce truc aussi de, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes paradis artificiels, quoi. Ouais. Bah en fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça a grave participé à la séparation de ces deux mondes dans un certain sens où, pendant longtemps, en fait, il y avait des consommateurs, on va dire, de drogue de synthèse d'un côté et des fumeurs de l'autre. Et c'est peut-être des clichés qui ont été entretenus par pas mal d'artistes, par Rof qui disait dans un morceau je prends pas de la coke, c'est de la... Enfin, j'écoute pas de techno, c'est de la musique de drogué, un truc comme ça. Exactement. Fuck la techno, c'est de la musique de drogué. Et du coup, il y a un peu un truc aussi où... en fait, pendant très longtemps, on a participé à artistes, personnes des médias, journalistes et tout, ont participé justement à bien appuyer cette séparation entre d'un côté, même en termes de localisation, en fait, il y avait des gens qui vivaient dans le centre de Paris, qui allaient dans des clubs dans le centre de Paris, et d'autres qui écoutaient du rap plus en banlieue ou alors dans d'autres quartiers, on va dire, mais c'était séparé par les habitudes de consommation et séparé géographiquement. Et en fait, aujourd'hui, petit à petit, j'ai l'impression qu'on essaye de retrouver des espaces communs, notamment en festival dont tu parlais. Mais c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas tellement de culture commune qui englobe tout ça, ou alors du moins, certains acteurs et actrices du rap ont du mal à parler de toute la culture électronique parce que peut-être que ça n'intéresse pas forcément tout, pour l'instant, on va dire, tous les acteurs et actrices du rap français, quoi. Et inversement, en fait, il y a vraiment un truc de... comme tu disais, en fait, si on pose du contexte sur une musique, qu'on raconte une histoire, etc., comme dans le rap, avec le boom bap, en fait, ça fait plus de 40 ans qu'on en écoute et ça reste toujours aussi intéressant parce que ça fait écho à toute une histoire, tout un passé qu'on connaît toutes et tous, quoi. Mais en fait, justement, dans ces musiques électroniques, si les patterns... si on s'intéresse qu'aux patterns, justement, boom bap, ça ferait des années qu'on n'en écouterait plus parce qu'on se serait lassé de ça. Et pour la Jersey Drill, en fait, comme tu disais, sans contexte, en fait, ça devient une sorte de substance un peu consommable très rapidement et qui, en fait, n'est plus très intéressante au bout de 6 mois d'usage intensif, quoi. Donc, un travail de culture à faire entre ces deux mondes. Oui, complètement. Faut inclure le rapport nostalgique qu'on entretient à ces musiques-là aussi dans leur appréciation et dans tout ça, et dans le fait qu'on a envie de les défendre ou non, quoi. Et de se dire, oui, évidemment, si ça fait 30 ans que j'écoute un truc, je vais considérer au fond de mon cœur que c'est une musique qui est plus importante pour moi, et du coup, je vais avoir plus envie de la défendre potentiellement. Je trouve aussi, il me semble qu'on avait parlé de ça spécifiquement dans le Jersey Club, qu'il y avait quand même une modification entre le Jersey Club américain et celui qui était repris en France, même en fait que c'était quelque part du Jersey Club qui était fait avec des ingrédients venus plutôt de la drill et pas d'un starter pack club, quoi. Enfin d'un sample pack, pardon, club. Ouais, et puis surtout, le Jersey Club, ça fait très peu d'années qu'il y a des rappeurs dessus, tu vois. Le vrai Jersey Club ricain, il n'y a pas de rappeur, c'est juste du sample en boucle, découpé, tu vois. Donc c'est pas une musique rappée. Jusqu'à ce mec dont on parlait, qui a inspiré Kershak, tu vois. Et je pense pas que les gens qui font du Jersey Club en France, ils savent vraiment d'où ça vient, à quoi ça sert. Le Jersey Club à la base c'était pour tenir les jeunes éloignés de la violence, comme je te disais la dernière fois. C'était un truc de centre aéré en fait. Je pense qu'ils sont en fait, tout le monde s'en bat un peu les couilles ici, tu sais.
Donc, ce qui n'est pas très grave non plus, parce que tu n'as pas besoin de faire l'historique d'une musique pour la kiffer. Mais pour qu'elle dure longtemps, peut-être, tu vois, peut-être. Ouais. Pour revenir justement sur, on parlait des camps, de l'idée que quand même des musiques qui s'opposent quelque part aussi. Il y avait un exemple qui pour moi était criant, c'était l'année dernière au Grunfest. Je pense que bon, pour ceux qui l'ont vécu, vous voyez de quoi je parle, mais c'était... Moi je vois pas. C'était le dernier show du festival Grun, c'était un show du label Sublime, donc qui est mené par DC's, avec dans le show il y avait Runa, Abel 31, Lucas V, Irko et Amné, enfin bon, des gens en fait qui sont justement dans cet embranchement entre musique électronique et rap français et qui essayent de développer un son qui est entre les deux et qui va avoir peut-être un ADN électronique sans être forcément lié à un genre spécifique, etc. Et par moments être vraiment lié à des genres spécifiques. Et donc ils ont fait un set surprise où personne annonçait, etc. Mais où il y avait des séquences DJ sets, des séquences rappées, enfin avec Runa, Luther, Irko qui posaient. Et ça a vraiment fait une sorte de division presque symbolique parce que c'était le dernier show du festival, donc beaucoup de gens l'ont pas compris et tout, etc. Et moi je l'avais vécu, je sais pas comment vous avez vécu cet événement-là, mais je suis curieux de savoir, parce que c'était aussi, ça coïncidait avec 2 semaines avant, je crois, il y avait le documentaire sur DJ Mehdi qui était sorti, et où les gens en parlaient en disant oui, c'est le symbole du rapprochement entre la musique électronique et le rap français, et des possibilités qu'il peut y avoir. Et là, 2 semaines plus tard, il y a cet événement-là qui est aussi en fait une tentative de faire cette même chose-là, mais qui a été reçu assez froidement, si je peux le dire comme ça, quoi. Même des gens qui disaient c'est une honte, c'est incroyable de faire ça, etc. Et ouais, donc voilà, je voulais poser ce sujet-là et dire est-ce qu'en fait on voyait aussi parce que avant cet événement-là, j'avais vraiment l'espoir, je me disais oui, ces questions-là, c'est un peu passé et tout, etc. Et en fait, il y a eu un peu un rappel qu'en fait, non, pas du tout. Il y a quand même une barrière à certains endroits, quoi. Alors, j'y étais pas, mais j'étais sur Twitter. Ouais, okay. Donc, j'ai vécu la scène de l'extérieur. Et c'est vrai que le déferlement, il était un peu hard pour finalement que de la musique. Mais j'arrive à comprendre quand même qu'il y a quelque chose qui est assez brutal et que la musique électro et là pour le coup le set techno, c'est pas hyper accessible. Et donc du coup, si t'as jamais écouté de techno, si tes références techno c'est que des trucs très clichés, tu vas voir un concert de rap et tu tombes là-dessus, c'est normal que tu te demandes où tu te trouves et que t'es un peu choqué. Après, ça arrive aussi à un moment où je pense que ça cristallise une question aussi autour de la gentrification du rap, ouais. Et donc du fait que le rap soit dénaturé de plus en plus, etc. Je pense que ça, c'est des questions un peu alarmistes. Il y a des positions qui sont très alarmistes sur cette question-là, parce que je ne pense pas qu'on dénature une musique en faisant quelque chose de différent. Le rap tel qu'il est sera toujours fait, et la tradition rap, on va dire, perdurera, mais il y aura des nouvelles expérimentations. Mais pour le coup, effectivement, en voyant la scène, je comprends les réactions, mais tous les débats qu'il y a autour, c'est vraiment le symbole d'un manque de dialogue entre plein de gens, plein de jeunesse qui se parlent pas et pourtant qui vivent les mêmes choses, et ouais, un gros manque de culture de toutes parts en fait. Et le documentaire sur DJ Mehdi, c'est vrai que il a évidemment, tout le monde a énormément apprécié ce documentaire, et il y en a beaucoup qui ont découvert qui il était. DJ Mehdi, c'est quand même quelqu'un qui faisait de la musique très rap quand il était dans la Mafia Qu'un Free. C'était pas de la musique électronique non plus. Et tel qu'on l'entend, je veux dire, je raccourcis. Il y a notamment une anecdote qui n'est pas racontée dans le documentaire, mais sur l'album de Carlito. DJ Mehdi produit Contenu sous pression, donc le premier album de Carlito, donc un membre de la Mafia Qu'un Free. C'est vraiment une réussite totale. Il y a pas mal on sent que c'est un peu l'entre-deux entre le moment où il sort de la Mafia Qu'un Free et le moment où il va aller vers des trucs beaucoup plus électroniques. Donc ils font ce premier album, ils en enregistrent un second.
Et au final, les proches de Carlito lui disent c'est de la merde ton truc, parce qu'il est allé plus dans une direction électronique et que lui, dans son entourage très rap, c'était pas accepté. Malgré que ce soit DJ Mehdi, donc un de leurs proches, qui le fasse, il y avait encore trop de connotations et c'était un peu comme travestir sa musique que de faire ce pas-là vers un truc beaucoup plus électronique. Et donc ils ont jeté à la poubelle ce deuxième album de Carlito. Il y avait aussi il y a des phrases un peu plus problématiques qui étaient liées à ça. On va pas faire cette musique de nanani. Voilà, il y a plein de comment dire, préjugés des deux côtés. Mais en tout cas, c'est tellement profond que même des mecs comme DJ Mehdi réussissaient pas à convaincre tout le monde. Alors que, c'était même de son vivant, on n'a pas attendu qu'il soit mort et qu'il y ait ce documentaire pour savoir que c'était une légende de la musique. Mais c'est tellement ancré ce clivage que c'est des gens qui ne se comprennent pas. Et ce show sublime, moi je comprends pourquoi c'était un peu choquant, parce que la musique a été quand même dure. Mais c'est aussi révélateur d'un truc beaucoup plus profond où les gens ne se parlent jamais. Ouais, complètement. Et je trouve que même dans des fois la proposition des artistes, du coup, c'est très compliqué pour eux de, par exemple, je pense à un Snowrun, d'arriver et de s'installer sur une scène comme ça entre deux mondes, en fait. Et en fait, je pense à cet exemple-là parce que d'un côté, en fait, il y a eu Femtogo tous les membres du SPK ont leur alter ego électronique. Et en fait, comme si à un moment, ils étaient obligés de faire la dissociation entre Irko et Shadi, par exemple, ou alors Snowrun et Jacko, Femtogo, Baby Hayabusa et même Amné et DJ Needler, quoi. En fait, comme s'ils étaient obligés à un moment de devoir se dissocier de leur nom et tout pour faire une autre musique, quoi. Dans le sens où Baby Hayabusa était plus pop, etc. Mais Snowrun, on est complètement dans de la musique électronique, il se qualifie lui-même même pas de rappeur, quoi, en fait. Et d'un côté, il en fait quand même, mais sous un autre nom. Il y a vraiment un truc, en fait, où quand ils sont arrivés à peu près vers 2022, comme si c'était impossible et impensable de leur part de réussir à lier ces deux mondes. Donc autant faire deux noms différents, deux directions artistiques, de visuels, de mondes, quoi, différents, quoi. Et en fait, c'est aussi révélateur d'une peur peut-être qui est encore installée parce que manque de culture, manque de communication et manque de liant, en fait, entre ces deux mondes, mais une peur de la part des artistes de justement pouvoir arriver avec une proposition comme ça, parce que c'est dur, en fait, de se confronter à tous les regards du public, toutes les critiques, enfin voilà, quoi. C'est un truc assez lourd à porter quand même, je pense, en tant qu'artiste. Donc c'est lourd à porter, et en même temps t'as pas le choix que d'être radical. Si tu veux faire passer ton message et faire accepter ta musique, tu es obligé de le faire avec vraiment les deux pieds dedans et en étant jusqu'au boutiste de ta proposition. Et le meilleur contre-exemple à tout ce qu'on dit d'un peu pessimiste, c'est le succès de Théodora, qui, elle, est un vrai exemple de succès immense. Aujourd'hui, c'est plus à démontrer, avec une musique qui est hyper spé sur plein d'aspects, qui va piocher dans vraiment plein de choses. Pour le coup, elle a une palette qui est vraiment très large et culturellement, sa musique est très variée. Mais tu sens que c'est pas de l'opportunisme. Et tu sens qu'il y a une vraie envie d'expérimenter certains genres. Et c'est fait avec tellement de radicalité. Et sa personnalité est tellement assumée aussi dans cette proposition que personne ne s'est demandé qu'est-ce qu'elle fait comme style. Et on l'a accepté parce que c'est elle, en fait. Et je pense que c'est ça, justement, la prochaine étape, c'est de moins se poser la question peut-être de dans quelle catégorie je me situe, mais d'être un artiste vraiment extrême dans sa proposition, peu importe ce qu'on fait. Théodora, elle a envie d'être libre, d'avoir des prods complètement folles. La musique est bien faite, tout ce qui compte, on sent que c'est pas un truc fait à l'arrache. C'est un peu ça pour moi l'avenir, c'est d'avoir de la personnalité dans sa musique. Et quant à ça, c'est plus facile de convaincre un public et une audience. Ouais. Puis on revient au fait qu'il faut qu'une personne l'incarne aussi quelque part. Cette pluralité, c'est possible parce que c'est une figure populaire qui est pas seulement un personnage musical, quoi. Je pense qu'elle a une importance beaucoup plus qui dépasse vraiment
le royaume de la musique, et c'est aussi pour ça. Et c'est quand même quelqu'un qui est arrivé avec un morceau, enfin elle avait des morceaux avant, hein, évidemment, mais il y avait le Paradis se trouve dans le 9-3, qui était un morceau qui déjà, je trouve, était très très fort à cette époque-là. Je me souviens que des gens dans le milieu de la musique en parlaient déjà en disant bon, il se passe quelque chose, c'est quelque chose qu'on n'a pas tant entendu de cette manière-là, qui est à la fois électronique et quand même un morceau super pop aussi, qui a un potentiel pop et radio, etc. Et qui est quelque chose que on n'avait pas eu en France en fait finalement avant, des morceaux qui avaient ce potentiel-là tout en étant de la drum and bass, etc. Et qui arrivait, je trouve, aussi à un moment où générationnellement, pas seulement en France, il se passait quelque chose, parce que c'est la génération Pink Panthers, c'est la génération Nia Archives. En fait, c'est cette génération-là où c'est possible de prendre des musiques qui sont ultra radicales et de les ramener à une proposition qui est beaucoup plus pop et qui est beaucoup plus grand public que ça n'était auparavant, quoi. Dans 5 minutes, on va faire les questions du public, donc si vous en avez, pensez-y et voilà, et je vous passerai un micro. Je pensais, quand tu disais tout à l'heure, tu parlais de ces artistes comme Snorunt, etc. Je me demandais aussi, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que tu as la sensation qu'ils sont pleinement embrassés dans la scène rap ou dans la scène électronique, ou est-ce que finalement ils se retrouvent dans une espèce d'entre-deux, où ils sont des artistes qui sont dans cette scène-là, qui est entre les deux, mais qui n'est pas pleinement embrassé par la scène rap, qui n'est pas pleinement embrassé par la scène électronique, et du coup ils se retrouvent dans un espace qui est ni l'un ni l'autre, et voilà. Pour moi, ils sont complètement dans un espace entre deux, et en fait, justement, c'est une proposition comme celle de Théodora dans cette radicalité. En fait, c'est l'idée de se détacher des étiquettes un petit peu soit rap, soit musique électronique, pour justement, en fait, quand tu es face à ton ordi et que tu as envie de faire un morceau, juste pas te poser la question de quel genre ça va être, de quoi que ce soit, juste tu as envie de faire ta proposition. Donc je pense que les artistes ont vraiment envie de se détacher un peu de ces classifications qui sont parfois un peu bloquantes et restreignantes, en fait, dans le sens où, par exemple, un Sto qui est arrivé en faisant de la Jersey Drill en 2022, il a incarné un peu ce truc, mais en même temps une sorte de pris au piège dans le fruit de sa propre création. Donc en fait, le futur, d'une certaine manière, je pense que c'est ce que, comme tu disais Sandra, par rapport à Théodora, c'est d'incarner un style qui te correspond toi à 100%. Et je pense notamment à Jul, qui l'a fait depuis 2014. En fait, il y a un truc où Jul, il est arrivé avec une proposition tellement ovniesque que juste il fait du style à la Jul et c'est devenu mondial, quoi. Et Théodora, elle est en train de faire la même chose, elle fait un style à la Théodora, comme sur le terrain de la trap, enfin TH est en train de faire de l'e-trap, son fer de lance, et c'est ça en fait, des propositions les plus radicales possibles qui se détachent complètement des genres, des étiquettes et des courants, quoi, en fait. Et puis en fait, Théodora, elle pose à la fois sur la drum and bass, à la fois sur des sons up-tempo très dansants et tout. Jul, il fait du reggaeton, il fait de la bossa nova, il fait des sons reggaeton up-tempo et tout. Et en fait, pourtant, malgré tous ces différents genres explorés, ils font quand même du Jul ou du Théodora, quoi. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait, finalement, on s'intéresse plus tellement aux dénominations de genre, mais plus, c'est ça, quoi, à l'artiste qui les incarne et comment il les porte sur la scène, quoi. Ouais, il y a quand même un point commun entre tous ces gens-là, c'est qu'ils font des hits, hein. Non, mais c'est vrai, il y a quel meilleur moyen que de faire marcher un style ou une proposition qu'en ayant un gros track. Tu vois, on prend l'exemple de Gênes, pour moi, il est extrêmement fort. Il n'a pas ce tube. Ouais, et je pense que ça tient qu'à ça. Tu vois, genre vraiment un gros track. Je parle pour casser le plafond de verre qui fait que le mix entre les deux styles est pas trop possible. Je pense que c'est possible à partir du moment où tu as un gros track. Tu vois, Congolese sous BBL, c'est loin d'être le morceau le plus inventif de l'album de Théodora, mais c'est juste la porte ouverte pour pouvoir découvrir ces trucs. Et en effet, quand tu écoutes son album, c'est un peu nimp et c'est trop bien, tu vois. Genre, il y a de tout, c'est bien fait, mais sans Congolese sous BBL, je suis pas sûr qu'il se passe la même chose, tu vois. Et Sto, quand il a fait de la Jersey Drill, c'est juste que pas grand monde a écouté. Si ça avait été plus écouté, ça aurait peut-être fait un truc à la Kershak qui démocratise un peu plus un style
par le nombre, en fait, tu vois. Parce qu'une fois que tu as fait 1 hit, 2 hits, 3 hits, 4 hits, bah, tu commences un peu à pouvoir faire ce que tu veux, tu vois, en vrai. Et tu auras toujours des gens qui vont t'écouter. Je dis pas que ça va marcher, mais il y a des oreilles qui seront prêtes à écouter. Tes flops sont quand même des morceaux qui fonctionnent comparativement à... Ouais, puis c'est surtout, tu peux te permettre d'expérimenter encore plus. Tu vois, moi, ça ne m'étonnerait pas que Théodora, elle parte encore plus en couille pour le prochain album, tu vois. Parce que ça lui a aussi acheté le drap, parce qu'il y a des trucs aussi... ça coûte cher de faire de la musique, tu vois. Et c'est pas toujours des gens qui ont des économies... Enfin, leur musique, elle crée pas forcément une économie qui permet de prendre toutes les libertés du monde, parce que le prochain projet, ça peut être le dernier, tu vois. Donc il faut toujours sécuriser un peu. Et la chance qu'on a avec des artistes comme ça, c'est qu'ils vont donner envie à d'autres artistes de faire un peu n'importe quoi aussi. Mais tout est quand même relatif à la popularité, tu vois. Genre, il suffit pas de faire un beau truc stylé pour faire accepter son truc. Donc l'incarnation, elle se fait aussi par le succès, malheureusement. Je dis pas que c'est une bonne chose du tout, tu vois, parce que c'est relou en vrai. Mais ouais, l'incarnation, elle se fait par le succès quand même. Y a un artiste dont on n'a pas parlé, enfin tu l'as cité tout à l'heure, c'est TH, qui arrive en disant bah, justement je fais de la hit rap, donc de la trap, c'est pas exactement de la trap électronique, mais il y a quand même des touches électroniques dedans. C'est pas de la trap comme DJ Snake faisait de la trap au début des années 2010 ou Hudson Mohawk ou ces gens-là, donc cette trap électronique-là, c'est autre chose, c'est limite une trap où c'est... lui qui va être électrifié, si on peut dire. J'ai la sensation aussi que ça, c'est quelque chose dont j'avais pas d'exemple qui le précède et où ça lui donne aussi une possibilité d'explorer des sonorités très électroniques et encore une fois qui échappent à des genres, c'est pas de la house, c'est pas de la techno et tout, etc. C'est plutôt quelque chose qui est entre les deux et qui est de la hit rap, quoi, voilà. Je sais pas comment vous l'avez vécu aussi, donc l'arrivée de TH, et est-ce que vous voyez aussi une possibilité de réunir ces deux sphères-là, mais par quelqu'un qui l'incarne, pas en utilisant des genres de musique, mais en le faisant rentrer dans son identité, son propos, etc. En fait, quelqu'un qui est devenu électronique quelque part. TH, moi j'adore. Mais TH, par exemple, tu vas en studio avec lui, il dit vas-y, joue-moi les trucs les plus bizarres que tu as. Donc déjà, il y a quand même une ouverture, une volonté disruptive, tu vois ce que je veux dire, par rapport au carcan du rap actuel. Le seul problème de TH, je vais revenir sur ce que je disais avant, il lui manque juste un gros track qui va mettre de la lumière sur lui, parce que pour moi, il mérite. Et ça peut créer des trucs, parce que c'est un gars du hood, tu vois. Et ça, c'est important aussi, tu vois, se sentir représenté quand t'es un rappeur, tu viens d'une cité. Peut-être tu peux être sensible à la proposition musicale de quelqu'un, mais si ce quelqu'un, t'as aucun moyen de relate à lui sur d'autres facteurs, tu vois, d'autres critères, juste comment il parle, comment il s'habille, d'où il vient, l'image que les gens ont de lui, ça facilite pas le truc, tu vois, parce que c'est dur d'être le seul fan d'un truc un peu bizarre parmi toute ta bande de potes. Tandis que TH, il a une crède en vrai. Il fait de la musique bizarre, mais il a une vraie crède, tu vois, auprès des rappeurs. Les rappeurs, ils adorent TH. Tout ce qui manque, là, encore une fois, c'est un peu plus d'exposition. Et moi, j'avoue que je suis un peu surpris que ça n'ait pas plus marché pour l'instant. Mais je pense que c'est pas perdu du tout, pour le coup. Non, pour moi, il est pente ascendante, hein. Ouais, complètement. Ouais. Mais je pensais que ça serait plus fulgurant, perso. Sur TH, pareil, c'est la radicalité de son personnage. Parce que tu disais, c'est lui qui est électrifié à un moment. C'est son univers, tu peux le résumer en une ligne. Et ça fait beaucoup aujourd'hui. Il a un univers post-apocalyptique avec énormément de technologie. Il est dans cet univers de la technologie, l'IA, le chien robot. Donc en fait, sa musique déjà, elle est facile à résumer, donc ça en fait un produit, désolé, mais facilement compréhensible. Mais à côté de ça, c'est un rappeur super bizarre. C'est que les prods qu'il va chercher un peu différentes, c'est pas le truc le plus original de sa musique. Le plus original, c'est sa manière de poser déjà, qui est hyper pas démocratisée, en tout cas, qui ressemble pas du tout à ce que les autres font. Et je pense que oui, il a des chances qu'un morceau vienne péter, mais moi, ce qui m'inquiète le
plus, entre guillemets, c'est est-ce qu'il va réussir à garder son originalité et à pas vouloir aller vers le truc qui va fonctionner, justement, parce que je pense qu'il est assez talentueux pour craquer facilement le truc qui peut péter, mais est-ce qu'il restera authentique tel qu'on le connaît aujourd'hui? Ça, je sais pas, j'ai envie qu'il reste ce mec bizarre. Et Théodora, juste pour faire le lien avec tout ça, Congolais sous BBL, c'était pas un hit prévisible. En faisant ce morceau, tu peux pas savoir que ça va péter, et c'est aussi le premier succès populaire, organique, qui vient des réseaux sociaux et que les gens se prennent avant que ça passe à la radio, avant que les gens croient en elles. Les meufs, elles ont eu envie de danser sur TikTok sur cette musique parce que la meuf, elle a l'air trop cool et que la prod, elle est dansante. Donc je pense que les nouveaux biais aussi de découverte de la musique font qu'on peut avoir un TH qui explose avant même que les gens soient prêts pour le faire exploser. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table? Yes. Oui. Déjà, merci pour tout là, c'est hyper intéressant. Je rebondis sur là, le sujet que vous étiez en train de traiter avec TH. Moi, je vais un peu le rapprocher de Laylo et de voir un peu la différence de pourquoi TH il est bizarre et Laylo il est stylé, entre guillemets. C'est comme ça que les gens le perçoivent, je veux dire, c'est pas comme ça que je dis ça. Mais en gros, est-ce qu'il n'y a pas besoin un peu d'un prétexte pour accepter ce niveau de complexité et de bizarrerie? Genre là, c'est clairement Trinity qui a fait que tout le monde s'est pris Laylo, et il y avait un truc de c'est pas vraiment moi, c'est un personnage, ou en tout cas il y a un univers, alors que TH justement, même si c'est bizarre sur les prods, etc., dans le texte, il est très vrai, en tout cas c'est ce qu'il prône. Et voilà, est-ce qu'il y a besoin d'un prétexte, quoi? Mon avis, c'est que Laylo, il a mis quand même pas mal d'années avant d'arriver à Trinity, et je pense que TH, il est pas encore au même nombre d'années si on fait la comparaison. C'est quand même beaucoup plus accessible la musique de Laylo, parce que dans la forme, si tu veux, Trinity, c'était un peu original dans la forme album, où il y avait des interludes qui étaient travaillés, il y avait tout un storytelling. Donc ça, c'était un peu inédit par rapport à ce qu'on entendait à ce moment-là. Mais sinon, ça reste très accessible, la musique de Laylo, là où la musique de TH, ça peut être un enchaînement de mots, des cris, des bruits étranges. Donc il y a quand même c'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement, Laylo, il a un peu profité, il a un peu appuyé sur ce côté je suis différent, mais il n'était pas si différent que ça. En vrai, c'est surtout beaucoup l'enveloppe qui a été travaillée. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon artiste, hein, mais il y a des artistes qui intrinsèquement sont plus étranges que Laylo, je pense. Bah, j'ajoute juste que je me souviens quand Théodora avait sorti Le Paradis se trouve dans le 9-3, on l'avait interviewé pour Nova et cité Laylo, Trinity comme une sorte d'exemple de les disques qui lui ont fait capter que c'était possible d'aller chercher des trucs électroniques, des glitches et tout des trucs comme ça, et de le ramener dans des propositions autres, quoi. Donc voilà. C'est clair que Laylo, je pense qu'il a vraiment ouvert une brèche dans ce truc aussi de l'industrie, dans le sens où une proposition alternative peut remplir des Bercy, peut devenir une vraie tendance, enfin un vrai courant, quoi, on va dire. Mais TH, je pense que la différence entre TH et Laylo, c'est aussi, je pense, le bon filtre, c'est l'exercice freestyle, dans le sens où Laylo, sur Planet Rap, quand il passait et qu'il faisait un couplet ou deux, ça restait quand même assez accessible. TH, quand il fait un grunt et qu'il hurle des trucs et que tout le monde dans les commentaires est en mode le fou du bus a enfin son grunt, il y a vraiment un truc où je pense qu'il a la volonté intime, quoi, d'être radical et authentique en même temps, parce qu'à la fois il fait des morceaux comme le dernier Cole Palmer où ses adlibs c'est des imitations d'AK-47 pendant 30 secondes. C'est pas très audible, on va dire, mais en fait ça va avec une vraie proposition, une vraie authenticité, et des morceaux comme Pilule qu'il fait où il parle de l'avortement comme Rare en avait parlé avant, quoi. En fait il y a une vraie volonté je pense que de rester soi-même tout en ayant cette dose de folie, et puis peut-être que c'est un petit peu son personnage, mais je pense qu'il l'est aussi d'une certaine manière, et pour l'avoir
Enfin, pour avoir parlé un petit peu avec lui, il y a vraiment aussi ce truc de, par exemple, la hit rap, comme il l'a défini, c'est juste la faute à l'ordinateur. En fait, il a passé des heures et des heures derrière un ordinateur. Des fois, il a capté que quand il est en cabine et qu'il enregistre et qu'il ouvre des fichiers sur son ordi, bah, ça fait cracher FL avec des gros bruits. Bon, bah, il le laisse parce que c'est cette volonté d'être authentique à 100%. Et quand il crée ADN aussi, ce morceau avec une note électronique qui dure 10 secondes sur le refrain, en fait, c'est juste parce qu'il est en studio en train de s'amuser avec des potes et ça lui vient comme ça, en fait. Donc je pense que son point le plus fort à TH, c'est son authenticité, le fait de s'écouter lui-même et juste la liberté que ça lui confère, quoi, en fait, d'aller où il veut, de laisser des bruits, de faire des adlibs d'AK-47, tout ça, quoi. C'est lui. Et c'est ça son pouvoir le plus fort, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question, un autre sujet? Yes. Juste pour donner mon avis sur ce qu'on disait tout à l'heure, la comparaison entre TH et Laylo, ma voix, je pense que c'est aussi ce que ces deux personnes représentent. C'est-à-dire que TH, ça reste un mec noir de cité. Laylo, son public, il est quand même bourgeois et blanc. Pour moi, il y a aussi cette différence-là. Ensuite, non pas que c'est pas bien, j'adore la musique des deux, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui diront qu'ils écoutent du rap, mais plutôt du rap de rappeurs blancs, quoi. Voilà. Donc il y a déjà ça, selon moi. Et ensuite, moi j'ai une question, est-ce que vous pensez qu'il y a un enjeu à rassembler justement les publics rap et électronique? Est-ce que c'est important? Voilà. Alors déjà, je dirais quand même TH, le public est quand même pas mal blanc aussi. Oui. Plus que Laylo. C'est encore plus bobo et plus, à mon avis, culture, machin. Ouais. C'est encore plus bizarre, donc. Ouais, c'est vrai. Ils aiment bien la bizarrerie. Oui. Est-ce qu'il y a un enjeu? Je pense que oui, en fait, quand on parlait déjà tout à l'heure en fait de ce qui faisait que certaines musiques faisaient tendance, mais finalement restaient pas trop longtemps, c'est aussi parce que je pense qu'il manque une forme de socle commun où on peut se dire bon, c'est des endroits où on va se réunir à deux et pouvoir faire exister ces musiques toutes les deux ensemble. Et je pense que chaque scène a des choses à apprendre de l'autre aussi, quoi. Quelque part dans ses codes, dans la manière de gérer les soirées, dans l'histoire des deux scènes aussi, parce qu'on a finalement des ennemis communs aussi. Enfin, je pense que ça vaut le coup de le rappeler, mais on est quand même aussi à la fois dans la scène rap comme dans la scène électronique, confronté au fait qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de gens d'extrême droite qui infiltrent ces milieux-là. Que ça soit prendre l'exemple du club à Rennes récemment, où dans le rap il y a eu tout un débat autour d'artistes qui se rendaient compte en fait qu'ils avaient un public d'extrême droite et dont ils partageaient pas totalement les mêmes valeurs. En fait, on a cet ennemi commun, on a aussi des musiques qui ont beaucoup existé dans les marges, qui ont beaucoup été criminalisées, visées par les autorités, par la police, etc. Donc je pense que déjà de fait, on a cet intérêt-là d'être finalement tous les deux, pas forcément se comprendre totalement, mais être tous les deux quand même détestés d'une autre partie de la population. Et donc déjà, rien qu'en ça, je pense qu'on aurait intérêt à se rapprocher et à essayer de capter qu'est-ce qui fait qu'en fait le rap est quand même meilleur pour faire des hits qui vont rentrer en radio, qui vont devenir en fait des objets culturels transversaux, qui vont complètement même sortir du rap et devenir de la pop. Et la musique électronique a des savoir-faire qui existaient aussi dans le rap par endroits, mais d'autonomie, de création d'espace dans le... tu vois, genre organiser des teufs, des trucs comme ça et tout. C'est un savoir-faire qui existe et qui est là. Donc je pense que c'est là où il y a un intérêt. Après, je serais curieux d'avoir vos avis aussi, si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Non. Bah écoute, apparemment j'ai d'être ça.
Ouais, donc tout ce qu'on vient de dire, je trouve qu'on parle aussi beaucoup de public, de classe sociale, en fonction des différents styles de musique. Et donc de chercher à réunir ces deux mondes musicaux, ça peut aussi permettre des lieux de rencontre entre différentes classes sociales, entre différentes personnes qui ont des origines différentes et qui vont pouvoir du coup s'ouvrir à l'autre et peut-être comprendre mieux ces deux milieux. Et dans ce sens-là, je pense que oui, c'est intéressant de chercher à les faire se côtoyer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de similitudes dans l'histoire, qu'il y a des similarités, des ennemis communs, comme tu le disais. Donc, ouais, je pense qu'il y a un enjeu important. Et tout à l'heure, vous disiez aussi qu'il y avait beaucoup de rappeurs qui avaient des préjugés sur le monde de la musique électronique, sur ces soirées, sur les comportements, sur la drogue. Parce que peut-être qu'ils étaient aussi beaucoup entre eux, dans leurs univers, qu'il y a déjà ces sentiments d'appartenance, ces communautés, et qu'ils n'ont pas pris le temps d'aller s'intéresser à ce qui se passait dans cette scène-là, quels pouvaient être les acteurs de ces scènes-là, et qu'en fait, en allant à cette rencontre, en les rencontrant, en étant ouverts là-dessus, et ben, ils vont peut-être se rencontrer que, ouais, en fait, il y a des trucs intéressants, et il y a des collaborations à faire, et que ça soit musical ou social, ou pour repolitiser des espaces de fête sur différents terrains d'action, quoi. Je pense que c'est cool. Bonjour et merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'aimerais aussi rebondir sur le mélange des publics. Et pour moi, public de musique électronique, c'est super large. Et dans les musiques électroniques, il y a certaines scènes qui peuvent être plus enclines à se mélanger avec le rap. Je pense notamment à la basse musique, parce qu'on a surtout parlé de public techno. Et j'ai l'impression qu'avec la basse musique, notamment on voit avec les soirées promesses, même dans les sets de Simocel qui mixent beaucoup de trap, même du Alpha One dans ces sets, et même avec H3 Records, je trouve que c'est peut-être une famille dans laquelle les deux publics peuvent plus se rassembler. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, moi, je trouve que ça reste quand même des gens, des personnes. En gros, l'enjeu là, c'est ok, faire venir des gens en fait qui écoutent du rap ou des rappeurs en club, parce qu'en fait, le mélange dans l'autre sens, il se fait un peu comme tu dis, que ce soit des artistes de musique électronique, qui mixent des sons de trap. Moi, à titre personnel, je le fais aussi. Plein de gens le font de plus en plus. Après, dans les pratiques de sortie, est-ce que c'est très important qu'un rappeur aille taper du pied? En vrai, je sais pas. C'est pas grave, je trouve. Je sais pas. Je trouve pas que ça c'est grave non plus, quoi. Je dis pas que c'est grave du tout et que ça ne s'y intéresse pas, mais quand il va taper du pied, il va peut-être passer du temps au fumoir aussi et discuter avec un public qu'il n'a pas l'habitude de côtoyer, et ça peut créer des échanges ça sociaux peut, mais c'est un peu intéressants. idéaliste quand même. C'est un peu, il y a un petit côté, je trouve. Ça se fait parfois et c'est trop bien quand il y a des mélanges de public et ça se fait naturellement et tout. Mais en fait, tu peux pas forcer les gens. Ça se fait pas comme ça, quoi. Je trouve qu'il y a un truc un peu idéaliste. Là-dedans quand même, en tout cas dans ces espaces-là qui sont très codifiés chacun de leur côté, c'est trop dur. T'es pas à l'aise en fait. Quand t'es pas à l'aise dans un endroit, t'es pas à l'aise, quoi. Ça va pas plus loin. Juste pour rebondir sur tout à l'heure, tu parlais d'ennemis communs. Je pense que c'est ça aussi la clé de pourquoi il faudrait, s'il le faut, réunir toutes les scènes. C'est pour pour unir un peu des forces de frappe dans des combats qui vont arriver prochainement, notamment pour le monde culturel et pour aussi le climat politique en France. Il y a des unions qui devraient être faites plus naturellement entre toutes les jeunesses. Et parfois, la musique a ce pouvoir-là de unir des gens dans une certaine catégorie, et ça peut être problématique, mais ça peut être aussi une très grande force parce qu'on se réunit autour de certaines valeurs qu'on pense avoir en commun. Le fait de décloisonner les esthétiques musicales, c'est aussi pour unir toutes les forces en fait, pour se battre. Alors ça, encore une fois, c'est idéaliste, mais bon, si tu penses à la politique, il faut être un peu rêveur. Et je pense que ça peut être aussi ça la clé, c'est de se dire qu'on fait partie d'une jeunesse qui traversons les mêmes problématiques, on est conscient de la même manière de ce qu'on n'a plus envie de voir, et ça peut passer autour de la musique, qui est un levier culturel et social énorme. Ça peut être
la raison pour laquelle ce serait intéressant d'unir un petit peu les publics, ou en tout cas qu'ils se respectent plus ou qu'ils se comprennent mieux, quoi. Tout le monde déteste la police. Ouais, voilà. Je crois que tu avais une question depuis tout à l'heure. Toi ? Oh, attention, tu ne peux pas dire ça à la minute 80 du talk. C'était un peu en réaction à ce qui était dit sur l'enjeu de faire rencontrer la musique rap et la musique électronique. Et je pense, enfin c'est pas vraiment une question, mais c'est un peu une remarque, bref, qu'il y a aussi un intérêt je pense à une nouvelle génération de rappeuses dont on n'a pas trop parlé, mais qui arrivent à un peu faire le lien entre les deux. Je pense à des filles comme Baby Solo, Azinine, Ziné, Zomé, etc., qui créent un genre de lien avec des inspirations, un peu de trucs hyper pop, digicore, des voix saturées, un peu des synthés, des trucs comme ça, et où ça crée à cet endroit-là, je pense, des nouvelles habitudes de sonorité. Par exemple, je pense au fait que c'est des meufs, et pendant longtemps, moi je parle de mes potes à moi, beaucoup de mecs étaient en mode ça sonne trop pop ou trop électro, et du coup on n'écoute pas parce que ça sonne pas comme de la grosse trap ou du booba et tout, parce que c'est pas forcément ce qu'elles vont faire, mais qui du coup, à force de créer un peu ces mix de genre et de style, il y a quelque chose d'intéressant parce que ça va habituer les oreilles, entre guillemets, aux gens, et où maintenant c'est des potes à moi qui vont en concert avec moi de Azinine, Baby Soul, etc., parce qu'ils aiment pour de vrai, alors qu'il y a 5 ans, ils trouvaient ça pas agréable à l'écoute. Et je pense que c'est un truc important parce que ça crée des nouveaux endroits où des gens ne pouvaient pas se placer ou se reconnaître dans leur musique. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez sur le fait de pas forcément vouloir tout le temps sectionner entre ça, c'est je mets ça dans la case rap, je mets ça dans la case électro, je mets ça dans la case pop ou quoi. Et ouais, un peu tout mixer, et même avec des générations de chanteuses plus pop maintenant, comme des Iliona ou quoi, qui, pour certains, vont avoir des influences rap, pour d'autres vont être vraiment genre, c'est que de la pop ou quoi. Voilà, je trouve que c'est intéressant de voir aussi les choses par ce biais. Je pense aussi pour ces artistes-là, il y a la question de qui va en parler culturellement dans l'espace public, dans quels événements est-ce que elles vont aller jouer, avec qui est-ce qu'elles vont collaborer, etc., qui fait qu'elles sont incluses dans le spectre du rap, alors que comme tu le dis, il y a quelques années, en fait, il y a plein de gens du public rap qui auraient dit mais ça n'a rien à faire là, etc., et c'est assez éloigné. Et je pense qu'effectivement, il y a eu un travail qui a été fait énorme là-dessus, où en fait, ces artistes-là ont réussi à créer une place en fait, qui existe et qui a élargi la fenêtre de ce qu'est en fait, le secteur de l'auditoire rap quelque part. Donc ouais, et en effet, on n'en a pas tant parlé, mais j'avais noté le fait que l'hyperpop avait servi peut-être un peu d'une forme de terme qui permettait de dire que tu fais du rap électronique sans vraiment dire que tu fais du rap électronique, c'est-à-dire que tu fais une forme d'hyperpop qui est entre les deux. C'est nouveau, donc c'est pas basé par rapport à des choses que t'aimes pas, c'est un nouveau terme, donc si t'aimes pas électronique, c'est pas grave, c'est de l'hyperpop. Voilà. Et donc il y avait évidemment Baby Solo qui était inclus là-dedans, même si elle-même refuse plutôt le terme hyperpop, elle n'en parle pas en ces termes-là. Médiatiquement, on en parlait comme ça, parce que ça permettait aussi de faire accepter des artistes et des propositions en les plaçant sous l'angle de la nouveauté, de l'altérité, etc., quoi. Voilà. Et c'est clair que je trouve que Baby Solo, le fait aussi qu'elle fasse une soirée release party à la station là bientôt, ça montre aussi qu'en fait les endroits peuvent servir à la fois de lieu de célébration pour des musiques rap et des musiques électroniques, et pour les deux en même temps. En fait, c'est ça aussi, je pense, la clé de cette rencontre, c'est ça va se faire par la célébration et par des espaces de fête aussi, quoi, en fait, dans le sens où je pense que tout le monde a besoin de célébrer pour se réunir, pour partager des moments, et en fait pour aussi créer des ponts culturels, quoi, parce que dans la fête, tu partages des messages, tu partages des codes sociaux, tu partages un espace physique.
Et en fait, plus évidemment ces deux publics se côtoieront géographiquement aussi dans des mêmes endroits, plus la réunion va se faire, j'ai l'impression, quoi. Est-ce qu'on prend une dernière question, parce qu'il est bientôt la demie, on doit partir à la demie. Toute dernière, ouais, let's go. Moi, je voulais savoir un peu votre avis sur l'importance et la place de l'authenticité justement dans ce paysage rap qui, comme vous l'avez dit, se diversifie et se complexifie d'une certaine manière. Donc vous qui êtes un peu au contact des artistes, est-ce que vous pensez que c'est plus dur actuellement, avec toutes les portes qui s'ouvrent, d'être vraiment authentique et d'amener vraiment sa personnalité et de ne pas tomber juste dans potentiellement de l'opportunisme ou voilà, être juste un produit industriel ou le produit d'une traîne qui va s'essouffler en 6 mois comme vous l'avez dit au début? Franchement, c'est une trop bonne question, mais je sais pas. Non, mais c'est hyper intéressant en vrai. Est-ce que tu es moins authentique quand tu mixes les styles en tant que rappeur aujourd'hui? C'est toujours pareil, t'es moins authentique par rapport à qui? À tes fans habituels, aux fans de rap en général, aux journalistes. Tu vois, il y a plusieurs cibles pour l'authenticité par rapport à toi-même même. Je pense qu'il y a toujours l'enjeu d'authenticité, mais il est plus au même endroit maintenant. Et vous allez dire que je parle que de ça, mais l'authenticité, elle vient aussi par quand tu es installé ou tu n'es pas installé, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, tu prends un Ziak. Là, je te parle pas de musique, je te parle de paroles. Bon, il dit pas que la vérité dans ses sons, tu vois. Et on le taille pour ça, mais pour autant, il reste authentique parce que beaucoup de monde l'écoute, tu vois. Il y a un côté genre, ouais, si, c'est du rap quand même parce que il y a eu tous ces hits, tous ces trucs comme ça. L'authenticité, je pense qu'elle se fait plus trop par rapport au respect des dogmes du hip-hop maintenant. Enfin, je sais pas, il y a des artistes qui posent sur de l'ambiance maintenant presque, tu vois. Quand tu prends un Laylo et qui fait... parce que pour moi, Laylo, en fait, ça, pour revenir sur la question de tout à l'heure, Laylo, c'est Kanye West en moins bien, tu vois. Donc, s'il faut des mots forts. Hein. Tu vois, c'est pas très dangereux, tu vois. Donc, et pour autant, lui, il n'est pas considéré méga authentique dans le rap, tu vois. Mais pour quelqu'un qui est extérieur au monde du rap, au milieu du rap, il l'est. Donc tu vois, tout ça, c'est un peu un truc de perception. Je trouve que l'authenticité, c'est pas trop... C'est un enjeu dans les faits, mais ça devrait pas du tout l'être. Et je pense que ça fait partie des trucs qui bloquent les rappeurs, ouais, en effet, parce que je suis sûr qu'il y en a qui voudraient faire... Enfin, je sais pas, il y a plein de rappeurs qui doivent écouter en cachette Pomme, tu vois, et qui adoreraient faire un guitare-voix, non mais en vrai... Et là, justement, parce que c'est question d'authenticité, ils vont pas le faire. Et ça, je le sais, parce que des fois, ils se lâchent en studio, les rappeurs. T'exportes le morceau, ils réécoutent une fois qu'ils sont chez eux, ou alors ils font écouter à 1, 2 potes, et ils reviennent te voir la fois d'après, ils disent ouais, non, en fait, c'est pas moi, ça et tout. Donc je pense que ça, c'est l'authenticité, c'est pas l'enjeu, c'est le problème, en fait, tu vois. Cette quête d'authenticité constante. Parce que, en fait, je sais même plus qui est le juge de l'authenticité, c'est qui finalement, tu vois, à part toi-même, presque. Si je peux dire une dernière petite chose, je trouve ça hyper intéressant parce que c'était même pas que forcément par rapport au rap, mais je trouve qu'il y a des personnages limite un peu énigmatiques comme Theodora ou Doechii justement aux States, qui justement a eu la reconnaissance avec le Grammy, mais pas forcément dans tout le rap game, on va dire. Enfin, ça reste un peu plus complexe. Et malgré qu'elle teste plein de choses dans son album comme Theodora, et ben en fait je trouve que c'est des personnages où on va directement je sais pas si on va se relate directement à eux, mais on ressent justement une certaine personnalité particulière qui va nous faire kiffer l'artiste, malgré qu'il touche à plein de choses. Et donc c'est vrai que c'est assez complexe cette notion d'authenticité, mais c'est intéressant. Ouais. Bah, je pense aussi, bon après c'est peut-être personnel aussi, mais dans la question d'authenticité, je pense qu'il y a une certaine forme de refus d'être un produit, quoi, et de dire en fait j'ai pas été fabriqué, je suis pas la source de l'industrie, etc. Et même côté auditeur, auditrice, de se dire bah moi j'écoute pas des produits, j'écoute la réalité, j'écoute la vérité, etc. Mais qui est quelque chose, c'est un peu un... Enfin, c'est faux, quoi, tu vois, genre tout ça c'est faux, et on écoute même des gens qui sont formatés, même s'il y a une forme de réalité, elle va être soit exagérée, soit poussée à l'extrême justement pour répondre à des codes, etc. Et je pense aussi que quelque part c'est un truc dont il faut réussir un peu à se détacher et à se dire bah
oui, j'écoute quelqu'un qui est 100% un produit, tu vois, genre, mais quelque part, c'est pas... Enfin, en fait, je vois ce que tu veux... Oui, c'est pas grave. Oui, voilà. Oui. C'est en fait, et je trouve aussi que c'est quelque chose où, par exemple, dans la pop, on s'en embarrasse peut-être un peu moins, parce que tu peux avoir genre Addison Rae qui arrive et en fait tout le monde sait que c'est un produit, etc. Même c'est le cœur de la discussion autour d'elle, mais finalement on s'en fout un peu. La musique elle est bien, etc. Donc on va aller écouter ça. Et finalement, j'ai l'impression que la question de l'authenticité arrive peut-être aussi pour t'enlever un petit peu de plaisir d'écoute, de dire oui, mais t'écoutes un truc, mais c'est pas le vrai truc, c'est pas finalement, si t'arrives à t'en affranchir, en fait, je pense que, comme tu dis, c'est un peu au cœur de ce qui bloque et de ce qu'empêche d'aller dans des propositions qui sont beaucoup plus hors cadre, parce qu'il y a ce check de ah, attention, tu dépasses un petit peu ce rappel qui vient soit de soi-même, soit des médias, soit de l'entourage, soit du public, de dire bah non, en fait, finalement, faut que tu rentres dans le rang parce que là, tu es en train d'aller un petit peu trop loin. Et ouais, je pense qu'on est quand même dans on arrive avec des artistes qui commencent à pousser un petit peu ces trucs-là, tu vois. C'est ce que Laylo a réussi à faire, c'est résister, tu vois. Parce que quand je dis Laylo, c'est Kanye en moins bien. Moi, j'aime beaucoup la musique de Laylo. Mais quand il arrive, avec un truc révolutionnaire, entre guillemets, quand tu écoutes beaucoup de rap US et de musique de Kanye West, par exemple, tu vois exactement les grosses ficelles du truc. Pour autant, c'est trop bien. Il reste dans son personnage, si on peut dire que c'est un personnage, et ça marche, tu vois. Donc le truc de la quête d'authenticité, je pense que lui, ça l'a beaucoup torturé, j'imagine, mais il a réussi à passer outre. Et c'est pour ça que je dis que l'authenticité, ça devrait pas du tout être un critère. Après, c'est facile à dire, parce que quand tu rentres chez Watt et que tes 10 potes, ils te taillent... Non, mais c'est vrai, c'est hyper important, tu vois. Tu fais écouter, tu parlais de Carlito tout à l'heure. Ça devait être horrible pour lui de faire écouter et que tout le monde lui dise non, mais c'est nul. Et c'est là que l'authenticité, la fameuse authenticité, elle entre en scène. Et je pense que c'est au détriment de l'artiste. Pour reprendre l'exemple de Laylo, c'est un gars qui s'est accroché à son idée. Et là, maintenant, il a fini par développer sa propre authenticité. C'est-à-dire que si un autre artiste fait un truc qui lui ressemble, on va dire ah bah c'est du Laylo. Tu vois ce que je veux dire, genre. Et je pense que c'est la preuve qu'il faut avancer, outrepasser ces barrières mentales. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est le mot de la fin. Bah, merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi cette discussion. Merci à l'équipe de la Paris Electronic Week. Donc merci à Candice, à Chloé, à Capucine d'avoir organisé ça et à notre panel d'invités. Donc merci à Tim, à encore une autre, Sam Tiba, Sandra Gomez. Cette discussion a été enregistrée. Donc voilà, vous pourrez la retrouver si vous n'avez pas trop entendu un truc. Si vous voulez l'envoyer à des copains, des copines et dire ah c'était super, voilà, vous pouvez le faire. Bonne journée.